Point et riposte du gouvernement dans l'affaire Delphes-Aquitaine après les propos de Valéry Giscard d'Estaing hier soir sur notre antenne. L'enquête fiscale conduite par le secrétaire d'État au budget suivra son cours, déclare le porte-parole Max Gallo, qui accuse les anciens dirigeants de légèreté et de ridicule. Le Premier ministre vient par ailleurs de recevoir l'exemplaire du rapport de la Cour des comptes que Raymond Barre avait proposé de lui remettre. Le ministre de la Défense à Beyrouth, Charles Hernu, va y inspecter le contingent français. N'oublions pas Noël, une mode du réveillon imaginée par les spécialistes. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est de manière très ferme sur le fond et très vive dans la forme que le porte-parole du gouvernement, Max Gallo, a donné cet après-midi la réplique officielle aux propos tenus hier soir dans notre journal par l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à propos de l'affaire Delphes-Aquitaine. Il s'agit d'une affaire fiscale et l'enquête sur ce plan suivra son cours, a déclaré M. Gallo, qui s'en est pris avec virulence aux anciens dirigeants de l'État et à leur style. Écoutons M. Gallo répondre aux questions de Dominique Laury. D'abord, je dirais que dans cette affaire, ceux qui ont des comptes à rendre trouvent scandaleux qu'on leur demande des rapports qu'ils ont gardés par devers eux. Étrange. Alors, le gouvernement, dans cette affaire, n'est pas directement impliqué. Il s'agit essentiellement d'une affaire fiscale et d'une question simple. Où sont passés 50 milliards d'anciens francs qui sont partis à l'étranger? Ne croyez pas que j'accuse les hommes politiques. En tout cas, je ne les accuse pas de malversation. Il ne faut jamais juger les hommes politiques par leur petit côté. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que dans cette affaire, il y a eu des gens, des responsables du pays, qui ont cru à une invention que peut-être Tintin n'aurait même pas acceptée, et qui ont été soucieux, très probablement, de ce que leur incroyable légèreté et le formidable ridicule de tout cela n'éclatent aux yeux des Français. Alors, M. Giscard d'Estaing estime qu'il était tout à fait normal qu'en quittant l'Élysée, il emporte les archives. C'est une tradition en France. Voilà un ancien président de la République qui nous dit « Je ne garde par devers moi que les documents privés, que les lettres manuscrites écrites au chef d'État. » Est-ce que ce document relève de cette catégorie? Non, à l'évidence. Est-ce que c'est un document qui le met en cause? Il nous dit « Mais pas du tout. Moi, je vous assure, dit-il en montrant le document, que la présidence de la République n'est pas impliquée. Bien sûr, je n'ai pas lu le document, mais un de mes collaborateurs l'a lu. » On serait tenté de lui dire quel collaborateur? Et pourquoi ce collaborateur a-t-il décidé de l'emporter? Si maintenant on nous dit c'est un document confidentiel défense, des secrets militaires, alors là je répondrai deux choses. La première, et c'est la plus grave, comment un chef d'État battu, sanctionné par le vote démocratique des Français en mai 1981, dissimule à son successeur un document confidentiel défense? Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce que c'est cela l'alternance? Est-ce que c'est cela la continuité de l'État? Et je suis sûr que devant cette argumentation qui est celle de la vérité, qui est très simple, les Français jugeront. Un dernier mot, quelle suite le gouvernement va-t-il donner à cette affaire? Eh bien, je crois que Monsieur le Premier ministre réclame ce rapport à M. Barre, puisque nous savons maintenant que M. Barre en possède un exemplaire. Il réclame ce rapport. L'administration qui a établi une amende à la société ERAP, l'administration va poursuivre son enquête. Après l'indignation exprimée hier soir par M. Giscard d'Estaing à propos des mobiles qu'il prête à ceux qui ont exhumé l'affaire Delphes-Aquitaine, c'est donc au tour du gouvernement de réagir sur un mode qui donne à l'affaire une dimension politique considérable. Et ce, au moment où l'ancien Premier ministre, Raymond Barre, dans un communiqué qui reprend une version des faits identique à celle de M. Giscard d'Estaing, Raymond Barre donc annonce qu'il tient le fameux rapport de la Cour des comptes à la disposition du Premier ministre. Ce rapport vient d'être apporté en fin d'après-midi à l'hôtel Matignon, Paul Amar. Oui, et Pierre Mauroy est en train de lire ce rapport en ce moment même, mais il a fallu tout de même plusieurs heures, il est important de le préciser, pour que ce fameux document passe du bureau de Raymond Barre
à celui de Pierre Mauroy. L'hôtel Matignon est pourtant à 2 pas seulement de la permanence de Raymond Barre, c'est le même quartier. Que s'est-il donc passé cet après-midi? Eh bien, l'ancien Premier ministre ne voulait pas l'envoyer parce qu'il n'avait reçu aucune demande officielle. Le communiqué de l'hôtel Matignon transmis à l'agence France Presse, disait-on chez Raymond Barre, n'est pas conforme à l'usage. Stupeur à Matignon, c'est tout de même Raymond Barre, répliquait-on, qui devrait prendre l'initiative et nous adresser spontanément ce rapport. Il aurait d'ailleurs dû le faire dès le 10 mai 81. Ce refus de dialoguer aurait pu durer très longtemps si un collaborateur de Pierre Mauroy n'avait finalement décidé de téléphoner à la permanence de Raymond Barre, et c'est un proche de l'ancien Premier ministre qui, à la suite de ce coup de fil, est allé remettre le rapport à Matignon en début de soirée. Ce récit peut vous paraître dérisoire, mais il révèle assez bien l'état des relations entre la majorité et l'opposition. Le climat s'est considérablement alourdi en quelques jours à peine. Les réactions des hommes politiques dans chacun des deux camps le montrent. Jacques Chirac se dit indigné par les propos de Henri Emmanuelli, qui relève à son avis de la pure calomnie. Pierre Joxe réclame de son côté une enquête sur cette affaire où des hommes publics et des fonds publics sont impliqués. La crispation et la méfiance sont telles que toute tentative écuménique est vouée à l'échec. J'imagine ce soir la réaction d'Edgar Faure et de Maurice Faure, qui n'ont pas les mêmes idées politiques, mais qui se tendaient la main lundi dernier sur notre antenne pour mettre fin à ce qu'ils appellent eux-mêmes cette guerre civile. Il n'est pas sûr que leurs vœux puissent être très vite exaucés. Voilà donc ce qu'on peut dire ce soir sur les développements politiques de l'affaire d'Elf-Aquitaine. Il reste bien sûr un autre aspect de l'affaire, un aspect bien nébuleux encore, l'aspect sur lequel porte précisément l'enquête fiscale qui est en cours. Il s'agit du financement de l'opération dite des avions renifleurs, une méthode d'exploration pétrolière qui se révéla inopérante, et de la disparition de 500 millions de francs des comptes d'une entreprise nationale. Christian Marimono et Guy Schwartz. C'est dans ce château, aujourd'hui fermé de la région de Bruxelles, que commence l'affaire des avions renifleurs. Ce château est en effet la propriété de la famille de Villegas, dont fait partie Alain, un ingénieur qui prétend mettre au point des méthodes de prospection aérienne de nappes de pétrole. Pendant 7 ans, il est soutenu par différents groupes financiers, mais en 1975, ces groupes lui demandent de s'adresser à El Ferrap. Leur avocat, que nous avons pu joindre au téléphone, raconte la suite. À ce moment-là, M. Villegas, qui ne voulait pas donner le secret de son invention, mais simplement être un entrepreneur de service, a conclu avec El Ferrap un contrat de service qui s'est prolongé pendant, je ne sais pas exactement, disons 2 ans, 2 ans et demi. Et pendant cette période, il a reçu 400 millions de francs français en paiement échelonné au fur et à mesure des travaux. Grâce aux 400 millions versés par Elf, Alain de Villegas transforme son château en laboratoire, achète un avion, équipe un hangar sur l'aéroport de Bruxelles. Un de ses collaborateurs, pilote du fameux avion renifleur, un avion qu'il a fait voler au-dessus de la mer d'Iroise, du golfe du Gabon et du sud-ouest de la France, ce collaborateur en témoigne. Après 2 ans, 2 ans et demi d'essais de perfectionnement de ces appareils, si les personnes en cause, les scientifiques, se sont aperçus qu'ils n'obtenaient pas les résultats escomptés et que cela ne valait plus la peine de continuer en ce sens, ça, ce n'est pas à moi à le décider. Mais manifestement, c'est ce qui s'est passé puisqu'ils ont arrêté. Vous aviez le sentiment de faire quelque chose de très important, de très confidentiel? Oui, oui, certainement. Qu'est-ce qui vous donnait cette certitude? D'abord, le sérieux avec lequel ces gens travaillaient. Et puis, il faut bien comprendre que si effectivement cette machine avait abouti à pouvoir déceler des nappes de pétrole, par exemple, avec une précision suffisante, n'importe où dans le monde, est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que cela représente pour une société, pour un pays, pour le genre humain même? Ce soir, on se pose plusieurs questions. La première, pourquoi cette commande de renifleurs? Rappelons le contexte. Nous sommes en pleine crise pétrolière, la France n'a pas de pétrole, il nous faut donc trouver de nouveaux moyens techniques pour le trouver, en mer par exemple. Ce procédé semble fiable, il faut faire vite, la concurrence internationale est vive. Le groupe Elf-Aquitaine est prêt à verser des sommes importantes, malheureusement c'est l'échec et on connaît la suite. Deuxième question, que sont devenus les 400 millions de francs versés à ce compte belge et qui n'ont pas été récupérés? Maître Violet, l'avocat international, a donné une version et elle semble bonne. Mais les 500 millions de francs récupérés par le groupe, un document très précis donne la répartition de cette somme. Ce document est entre les mains de M. Emmanuelli. Troisième question, pourquoi El Ferrap se tait? On nous a répondu qu'il était difficile d'intervenir dans cette bataille qualifiée de politique. Ce n'est pas l'avis d'Albin Chalandon, ancien responsable du groupe, qui souhaiterait plus de transparence. Enfin, dernière question, ce rapport,
Pierre Mauroy l'a demandé à son prédécesseur Raymond Barre. Il doit lui remettre, il sera ensuite transmis à la Cour des comptes. Souhaitons qu'un jour, il soit rendu public afin que la lumière soit faite sur cette ténébreuse affaire. C'est sur la conduite des expérimentations menées de 1976 à 1979 qu'a porté ce fameux rapport rédigé par un magistrat de la Cour des comptes, rapport qui a existé en 6 exemplaires, comme nous l'a appris hier M. Giscard d'Estaing, et dont l'ancien président de la Cour des comptes, Bernard Beck, a détruit l'exemplaire en sa possession. Ce rapport, nous l'avons vu hier, dans les mains de l'ancien chef de l'État. Pourquoi un tel rapport, classé confidentiel défense, donc manifestement important, n'est-il pas resté dans les archives de l'Élysée plutôt que de rester entre les mains des dirigeants de l'époque? Parce que tel était mon droit en vertu des règles que j'ai moi-même fixées, nous a répondu en substance hier soir M. Giscard d'Estaing. Il faut dire que jusqu'à la loi de 1979 sur les archives publiques, les mœurs françaises en la matière étaient et restent jusqu'à un certain point bien particulières, comme nous l'explique Patricia Charnelet. Le 25 octobre 1979, Valéry Giscard d'Estaing signe un contrat qui prévoit le dépôt de ses archives personnelles et celles de l'Élysée aux archives nationales. Cela concerne notamment la correspondance, les dossiers du Conseil des ministres et les notes des collaborateurs. Les archives seront accessibles au public 30 ans après leur dépôt. Les documents intéressant la sûreté de l'État ou la défense nationale seront, eux, accessibles après un délai de 60 ans. Voilà donc la méthode fixée par Valéry Giscard d'Estaing. Elle comblait un vide juridique ou réglementaire total. Car depuis toujours, les archives politiques en France, à la différence d'autres pays, sont considérées comme des archives privées. C'est ainsi, par exemple, qu'il n'y a pas eu de dépôt de documents sur les présidences de messieurs Auriol ou Coty. C'est donc seulement à l'initiative personnelle des familles que des documents importants ont été déposés aux archives nationales. Ça a été le cas pour le général de Gaulle et pour monsieur Pompidou. Reste que ce problème des archives est complexe. Une réglementation trop stricte, si elle avait été appliquée dans le passé de la France, aurait peut-être provoqué la disparition de documents historiques. Un exemple souvent cité est celui de Colbert, qui, s'il y avait été obligé, aurait sans doute détruit les documents sur le masque de fer. Aucune solution n'est donc idéale. Actuellement, à l'Élysée, les archives se constituent grâce au travail d'une conservatrice déjà présente sous Valéry Giscard d'Estaing. C'est donc la continuité. Mais depuis plusieurs mois, le président de la République, François Mitterrand, envisage des mesures spécifiques et nouvelles pour les archives de la présidence. Des décisions attendues aujourd'hui. La Cour des comptes en première ligne sur une autre affaire, la Mission laïque française, une association culturelle dont le président d'honneur est André Chandernagor, le nouveau président de la Cour des comptes. Cette association fait l'objet d'une procédure de vérification et de contrôle engagée par la même Cour des comptes. Le député UDF Georges Messmin demande aujourd'hui une commission d'enquête parlementaire sur cette association. Confirmation aujourd'hui par l'Institut national de la statistique de l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre. La hausse a été de 0,4%. C'est le meilleur chiffre depuis le début de l'année. Il confirme le ralentissement de la hausse des prix, même si le taux d'augmentation des 12 derniers mois est de 9,8%. Arrivée surprise cet après-midi à Beyrouth du ministre de la Défense, Charles Hernu, qui, à la demande du chef de l'État, va inspecter le contingent français de la force multinationale, qui, vous le savez, vient d'être éprouvé une nouvelle fois par l'attentat de mardi dernier. On ne sait pas encore si M. Hernu passera Noël avec les soldats. Des soldats qui, depuis le terrible attentat d'octobre dernier, bénéficient maintenant d'un dispositif de sécurité qui a permis, mardi, d'éviter le pire. L'enquête sur place de Jacques Abouchard et Patrice Dutertre. D'un geste détendu, le caporal Ivan Baleria filtre la circulation d'une rue de Beyrouth en compagnie d'un soldat libanais. Attentat ou pas, les hommes du contingent français, contrairement aux Marines américains, sont toujours mêlés à la vie de la population civile. Cela aussi fait partie de leur mission au Liban. Néanmoins, et malgré les apparences, ils sont d'une vigilance qui ne se relâche pas. Même attitude en ce qui concerne les patrouilles à bord de jeeps ou de véhicules blindés. La protection des hommes et des installations est devenue la priorité absolue du côté français. À coups de bulldozer, on a multiplié les digues de terre anti-camions piégés et déployé des chevaux de frise.
On peut toujours aller plus loin dans la protection, mais je pense que nous étions parvenus à un compromis acceptable au point de vue protection et au point de vue gêne à la population civile. Le mort, c'était une sentinelle qui était en avant du poste, et là, il n'y a pas de méthode imparable. Trouver des parades aux actes de terrorisme, c'est devenu le pain quotidien du colonel Christian Queneau à Beyrouth. Chef de l'unité du génie, le dossier protection est son affaire. Ainsi, la tour Mur, immeuble en construction le plus élevé de Beyrouth-Ouest. Un poste d'observation idéal utilisé par les Français. Comment décourager des saboteurs de s'y infiltrer, notamment par les sous-sols. Les sapeurs du génie inspectent régulièrement les 6 niveaux souterrains du bâtiment. Aujourd'hui, 2 hommes grenouilles les accompagnent. Ils vont plonger dans des cuves pleines d'eau, conçues comme réservoirs pour la tour. Il y a 16 cuves dans la tour Mur, certaines d'une profondeur de 18 mètres. Ce sont des caches idéales pour toutes sortes de bombes ou d'engins explosifs. Et précisément, les hommes grenouilles ont pour mission de les repérer et de les désamorcer. C'est bon? 3 coups sur nous. Alors le tour, hein, le tour, le fond, tranquille, tendu. Hein? Ok. On va voir avec ses pointures. Ok. C'est un autre aspect du renforcement de la protection du contingent français. L'aménagement, dans la proche banlieue de Beyrouth, d'un emplacement pour des pièces d'artillerie. Les canons autoportés seront installés dans des niches recouvertes de poutrelles métalliques et de terre, c'est-à-dire à l'abri de tout bombardement possible. Fin prévue des travaux avant le 31 décembre. Une mesure évidemment liée aux événements du Proche-Orient. Le gouvernement français a demandé aujourd'hui le rappel de 3 membres de l'ambassade d'Iran à Paris et décidé de fermer le centre islamique iranien de Paris. Le centre français à Téhéran est fermé depuis plusieurs jours. Téhéran a toujours démenti toute participation aux attentats de Beyrouth, mais soutient activement certains mouvements chiites libanais. La Syrie, de son côté, met la France en garde contre toute nouvelle représailles au Liban par la voix du président Hafez el-Assad, qui a accordé à nos confrères du Point, qui le publie cette semaine, le premier entretien depuis sa mystérieuse disparition de la scène politique il y a plus d'1 mois. Le président Assad affirme dans cet entretien qu'il reprendra ses fonctions normalement au début de l'année et que le Liban et la Syrie constituent un seul peuple, une seule nation, selon son expression. Pendant que le ministre français de la Défense, Charles Hernu, est donc à Beyrouth, son homologue britannique s'y trouve aussi et vient de réaffirmer que le contingent britannique ne se retirera du Liban qu'au terme de sa mission. En revanche, à Rome, le président de la République italienne, Sandro Pertini, a dit tout haut ce que beaucoup de ses compatriotes et certains membres du gouvernement italien pensent tout bas. Il s'est déclaré favorable au retrait du contingent italien, mais c'est au Parlement d'en décider. Un autre sujet qui avive les passions au Proche-Orient, la rencontre hier au Caire entre le président égyptien Moubarak et Yasser Arafat. Tollé au sein de l'OLP, embarras du côté des pays arabes et surtout indignation en Israël qui met en cause le rôle joué dans ces retrouvailles par Washington. À Jérusalem, Charles Anderlin. Entre Israël et l'Égypte, le temps des accolades paraît révolu. Les relations entre les 2 pays, tout en restant correctes, ont pris un aspect défini à Jérusalem par l'expression « une paix froide ». On a beaucoup remarqué ici que c'est au palais Koubé,
au Caire, là où Sadat avait reçu Begin, que Moubarak a donné l'accolade à Arafat. Et la petite phrase du chef de l'OLP, avec l'aide de Dieu, nous irons prier à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, a été perçue par beaucoup en Israël comme une menace. Alors bien sûr, les mouvements nationalistes parlent de scandale et réclament le rappel immédiat de l'ambassadeur d'Israël au Caire. Mais les réactions officielles, tout en étant très explicites, restent modérées. On ne veut pas d'une rupture avec l'Égypte. Voici ce qu'a dit Yitzhak Shamir, le Premier ministre, hier soir à propos du processus de paix avec l'Égypte. Nos espoirs ont été jusqu'à présent réalisés à notre grand regret seulement d'une manière très partielle. L'apparition du chef des terroristes de l'OLP Yasser Arafat aujourd'hui au Caire, au palais du président égyptien, porte un coup très dur au processus de la paix dans son ensemble. Au Nicaragua, l'évêque d'origine américaine dont le régime avait annoncé l'assassinat par des opposants, l'évêque est très probablement vivant. Il aurait en fait fui le Nicaragua pour le Honduras en compagnie d'un groupe d'Indiens opposés au régime sandiniste. Après l'attentat qui a endeuillé les préparatifs de Noël à Londres, attentat revendiqué par l'IRA, Madame Thatcher est allée sur le terrain aujourd'hui en Irlande du Nord. Elle est allée réaffirmer la détermination de son gouvernement. Philippe Arroir. Alors que la Grande-Bretagne est encore sous le coup de l'attentat de samedi dernier à Londres qui a fait 5 morts, un policier est ce soir dans un état désespéré, Margaret Thatcher a passé la journée en Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique en a profité pour adresser son propre message de Noël aux poseurs de bombes. Vous ne gagnerez jamais, nous ne capitulerons pas sous la pression des bombes et des balles, ici comme ailleurs. Madame Thatcher a prononcé ces mots dans une petite ville près de Belfast, où elle a reçu, vous le voyez, un accueil enthousiaste de la population. Elle s'est rendue aussi au cœur du territoire qui abrite généralement les éléments les plus durs de l'IRA, au sud de Armagh. Madame Thatcher a rencontré des veuves de plusieurs policiers tués lors d'attentats récents en Irlande du Nord. Je suis à vos côtés, leur a-t-elle dit. L'Ulster est partie intégrante de la Grande-Bretagne. Je sais combien le travail des forces de sécurité est difficile. J'admire leur courage. Cette visite de Noël de Madame Thatcher n'avait pas été annoncée pour des raisons de sécurité, mais elle était attendue par une population d'une région affectée par une violence quotidienne qui a redoublé d'intensité ces dernières semaines. Et à Dublin, le Premier ministre irlandais a invité le gouvernement britannique à mener une action commune contre le terrorisme. 3 des 4 personnes interpellées à Londres à la suite de l'attentat de samedi dernier ont été libérées aujourd'hui. La communauté économique européenne ne reconduira pas l'an prochain les sanctions commerciales qui avaient été prises contre l'Union soviétique en mars 82 à la suite de l'instauration de la loi martiale en Pologne. Ces mesures ne sont plus nécessaires, dit-on officieusement à Bruxelles. Des incidents aujourd'hui à l'usine Talbot de Poissy, les premiers incidents depuis l'éclatement du conflit. Au début du mois, des ouvriers ont voulu s'opposer à la sortie de véhicules prêts pour la livraison. La direction demande des explications aux syndicats. Incendie aujourd'hui dans un restaurant à Milan. 4 personnes ont été tuées, dont un Français. Et puis 2 catastrophes naturelles de bien inégales proportions. Un tremblement de terre en Afrique, en Guinée, un tremblement de terre qui a fait plus de 200 morts. Et hier, vous le savez, 2 personnes sont mortes en France, en Savoie, emportées par des avalanches. À l'ouverture de la saison des sports d'hiver, Patrice Pelé nous rappelle les dangers de la montagne et les précautions qu'il faut prendre. Au cours des 10 dernières années, 296 personnes sont mortes en montagne à cause d'avalanches. Le changement du temps est souvent à l'origine de ce phénomène. Le redoux, surtout, qui fait fondre la neige et entraîne irrémédiablement d'immenses plaques de neige dans les vallées. Mais c'est aussi l'imprudence qui est à l'origine de tels accidents. Hier, à Val Thorens, en Savoie, par la faute de skieurs qui pratiquaient leur sport hors piste, 7 personnes ont été emportées par la neige. Pourtant, en France, les moyens engagés contre les avalanches sont considérables. Depuis plusieurs années, pouvoirs publics et exploitants de stations de sport d'hiver cherchent à contrôler et maîtriser l'avalanche. Les ouvrages anti-avalanche se sont montrés très efficaces dans la protection des bâtiments
et des remontées mécaniques. Mais c'est surtout le déclenchement préventif des masses de neige considérées comme dangereuses qui est le plus souvent utilisé. Ultime décision, la fermeture des pistes et des remontées mécaniques en cas de danger. Vous qui allez chausser les skis demain, pour plus de sécurité, ne vous écartez pas des pistes. Et aussi, renseignez-vous sur le temps qu'il fera dans la journée. Alors justement, parlons tout de suite du temps de demain, Brigitte Simonetta, demain, veille de Noël. Oui, je vous rassure tout de suite, maintenant que nous vous avons mis en garde contre les risques possibles d'avalanche, vous pouvez prendre la situation du bon côté, d'autant qu'elle nous offre en cadeau de Noël une poussée anticyclonique, c'est-à-dire l'arrivée d'un air plus stable. Regardez la photo satellite. L'anticyclone est situé sur l'Afrique du Nord. Il effectue sa ronde sur notre pays. Résultat, la dépression qui, elle, est au large de l'Atlantique et qui a tendance à descendre vers nous. Vous voyez comme la couverture nuageuse était importante aujourd'hui. Cette dépression perd beaucoup de son agressivité. Et nous allons retrouver les manifestations typiques de l'anticyclone d'hiver sur la carte de demain. Des brumes et des brouillards matinaux, denses, épais et surtout lents à se dissiper. L'après-midi est dans un ordre décroissant, du beau temps, du Pays Basque à la Provence et à la Corse. Quelques éclaircies de la Gironde à la Savoie et en revanche, partout ailleurs, persistance d'un temps couvert avec une humidité qui se manifestera surtout sur les côtes de la Manche, le Nord et les frontières de l'Est. Mais il serait inconvenant de s'en plaindre, d'abord parce que l'humidité est bonne pour la terre, ensuite parce que nous sommes pris dans un flux de secteur sud-ouest qui nous donne des températures tout à fait exceptionnelles. Une moyenne nationale de 13 degrés, un minimum seulement de 9 à Grenoble et un maximum de 19 degrés à Biarritz. Alors demain, bien sûr, nous serons le samedi 24 décembre. Le soleil se lèvera à 8h44, se couchera à 16h56 et même si c'est la veillée de Noël, c'est aussi la Sainte-Adèle. Alors parlons de Noël, Noël qui pour beaucoup d'entre vous est la fête, une fête auquel se sont bien sûr préparés les spécialistes de la mode et aussi France Roche. Indispensables accessoires, c'est le titre de l'exposition d'hiver au musée du costume. À travers écharpes, sacs, coiffures ou gants, on sent comme une tiédeur, celle de la main qui les a saisis, effleurés, ajustés, dénoués ou offerts. Cet éventail rébus rose devine la pensée de mon cœur. L'éventail de Marie-Antoinette, avec ses soleils naïfs et ses petits bergers rondelettes, est moins révélateur. 30 ans plus tard, l'éventail de Madame Laetitia portait le profil de son fils, Napoléon. Les brodequins roses de Joséphine de Beauharnais n'ont pas beaucoup dansé, ni ceux d'une autre impératrice, Eugénie. Son ombrelle n'a guère souffert du soleil, ni celle en dentelle de la princesse Mathilde, aux manches d'ivoire gravées de rose. Escarpins de Bâle d'Alfred de Musset, canne de turquoise de Balzac, objet unique et fragile d'un luxe ignoré par nous, gens de brutalité et de vitesse. Même la cage à mouches pour voyage en voiture de la princesse Murat avait l'air d'aller au bal. Mais nous avons nos indispensables accessoires de réveillon. Les sapins cendres de boules dorées, pourquoi ne pas couvrir une demoiselle de paillettes bleues avec ce Spencer de Colette Nivelle sur une vieille petite jupe noire. Cet oiseau de paillettes de Guy Laroche en blouson se pose sur une jupe banale. Et Claudia, elle, apprivoise aussi les mouettes sur des lunettes de strass qui vont bien avec son pullover brodé d'or, avec manches de dentelle et décolleté pour hiver sans rigueur. Pour Diane, chasseresse de panthère sans danger, une chasuble dorée de Philippe Venet. Et sur un bustier d'hier, mettez le pantalon d'acier d'Agnès B pour les 3 Suisses ou le chemisier de même métal sur une jupe de tailleur. Encore plus simple, collerette de Pierrot Nocturne, Louis Ferraud, plumes blanches et dorées, béret lurex et les plumes de dinde sur chignon canapé de Georges Saint-Gilles. Du strass partout, sur talons, ceinture, sac, béret et oreilles, une idée facile de Torrente. Mini boule de Noël, sur bonnet et fichu à franges de Paco Rabanne, qui propose également un collet et un casque en bobine d'or et d'argent. Une parure qui ne sortira que 2 fois, au jour de l'an et au 14 juillet, les lampions en papier mâché. Mais mon Oscar du petit prix, c'est la boule de Noël pour oreille, 50 francs, Claudia L, ou le body stocking de l'an 20, 450 francs. C'est un collant qui va des pieds aux épaules. Il suffit de mettre un rien aux endroits stratégiques et de faire un vœu. C'est en tout cas très joli.
Et puis en prime, la une de notre confrère Libération de demain. Libération qui consacre son numéro aux enfants. Les adultes auront droit à un supplément. Vous reconnaissez sur la couverture nos amis de Téléchat, Lola et Gros Chat, conçus par Roland Tempore pour Antenne 2. À 22h45, notre Lola du soir, Claude Sérillon. Demain, 12h45, Antenne 2 midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.